Vous êtes sur LCI, merci beaucoup pour votre fidélité. On se parle des tensions où entre les deux Corées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la Corée du Nord a tiré de nouveaux obus vers la Corée du Sud sur une île toute proche de la Corée du Sud. 60 obus, c'est ce que l'on apprend aujourd'hui. Cela fait bien sûr écho aux 200 obus qui ont été tirés hier du nord vers le sud. On va essayer de comprendre pourquoi. Général Chauvency, merci beaucoup de nous éclairer sur cette situation parce que nous, on a tout de suite l'impression que c'est une escalade du conflit, que la guerre entre les deux Corées va se réveiller inéluctablement. Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi les 200 obus d'hier. Oui, alors d'abord, il faut bien voir que les deux îles qui sont concernées par ces tirs, à proximité, ce sont des îles qui sont proches de la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc avec quelques miles, et que d'autre part, c'est des îles qui se trouvent environ à 100 km à l'ouest de Séoul. Voilà, déjà, pour qualifier. C'est des îles où il y a environ 1000 personnes civiles et des garnisons de 2 à 3 000 hommes des Coréens du Sud. Et elles appartiennent à qui ? Au sud ou au nord de ces îles ? C'est deux îles de la Corée du Sud qui sont la limite finalement du territoire sud-coréen. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs jours, il y avait un exercice militaire habituel entre les Américains et les forces coréennes du Sud, et qu'à chaque fois qu'il y a un exercice militaire, on a des tirs de la Corée du Nord pour marquer sa désapprobation du fait que ces exercices aient lieu. Et l'objectif, finalement, c'est comme un message, dire voilà, je ne suis pas d'accord, j'exprime mon mécontentement par une action militaire, mais qui évite les pertes humaines, puisqu'en fait, ces obus ont été tirés à proximité, mais pas sur l'île, déjà pour pas qu'il y ait de pertes, à la différence de ce qui s'est passé en 2010. En 2010, il y avait déjà eu une frappe sur l'une des deux îles qui avait causé la mort de 4 personnes, dont 2 Marines, c'est des Marines sud-coréens qui sont en place. Donc voilà, donc on est dans finalement une gesticulation habituelle de la Corée du Nord, qui ne laisse pas passer finalement tout exercice militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud, en rappelant quand même qu'il y a quand même 28 000 soldats américains en Corée du Sud et que ce n'était pas neutre. Mais alors pourquoi réitérer ? On aurait pu s'arrêter aux 200 obus, tirés hier, aujourd'hui 60 nouveaux obus, c'est pas... Parce qu'entre les deux, il y a une riposte de la Corée du Sud qui, pour une fois, n'a pas laissé faire. Le président de la Corée du Sud précédent disait rien. Bon, très bien, il y a une provocation, je ne réponds pas. Le nouveau président, qui est beaucoup plus engagé sur la question, dit je ne laisserai pas la Corée du Nord tirer en direction de mon territoire, donc je riposte. Mais ce que fait la Corée du Nord, je tire à mon tour pour montrer que je ne suis toujours pas d'accord. Voilà, donc on a un engrenage, mais un engrenage, je dirais, bas niveau. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir un incident militaire. On est un peu dans le message, voilà, de part et d'autre, de fermeté, de détermination. D'un côté, on exprime un mécontentement sur ces exercices entre Américains et Corée du Sud. De l'autre côté, on exprime aussi le refus d'un tel engrenage. Béline Dablé. Oui, c'est une zone de tension lancinante, permanente sur la carte internationale, mais en même temps avec un contexte géopolitique relativement nouveau dans la mesure où ce qui fera le 21e siècle, c'est la confrontation américano-chinoise ou sino-américaine. Et précisément, ces deux grandes puissances mondiales sont également partie prenante de cette confrontation entre les deux Corées, puisque la Corée du Nord a pour rare allié stratégique la Chine, et surtout côté Corée du Sud, l'allié américain est plus qu'un allié, c'est un protecteur. Les États-Unis sont la puissance qui garantisse finalement la sécurité de la Corée du Sud. Or, toute montée des tensions entre les deux Corées signifie mécaniquement une montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est en cela que également ce conflit latent a pris une dimension nouvelle avec la montée en puissance de la confrontation sino-américaine. C'est ça qui est très intéressant. Or, on avait commencé l'émission par Donald Trump. On l'oublie, mais l'un de ses grands échecs, ce fut sa tentative de rapprochement et de neutralisation de ce conflit, rapprochement avec Kim Jong-un, donc qui incarne la Corée du Nord. Et ce fut un épisode très intéressant parce que c'est aussi marquant des nouvelles relations internationales, très incarnées, très personnalisées, avec ces deux figures à la fois de l'autorité. Et Donald Trump, précisément, s'il a fait un pas en avant vers Kim Jong-un, c'est précisément parce qu'il admirait d'une certaine manière ce qui incarne chez nous, démocrates, a priori, plutôt l'autoritarisme, pour pas dire le totalitarisme. Et
Il a échoué. Il a échoué parce qu'en fait, il n'a pas compris l'équation nord-coréenne qui ne se résume pas dans les relations interpersonnelles, l'appréciation de la personnalité d'autres. Non, il y a un système politique qui ne se résume pas dans les beaux discours plus ou moins conjoncturels de l'ennemi stratégique que sont les États-Unis. On est un peu beaucoup, et vous allez me dire ce que vous en pensez, dans l'action au niveau de la Corée du Nord. On en veut pour preuve ce qu'avait déclaré Kim Jong-un il y a quelque temps. Il disait les tirs d'obus, en tout cas, ils vont bien sûr continuer, mais surtout, ils constituent une réponse naturelle. Naturelle à quoi? Aux exercices militaires menés par Séoul, comme vous l'avez dit. Il a dit aussi, c'est un fait accompli qu'une guerre peut éclater à tout moment dans la péninsule coréenne en raison des mouvements imprudents des ennemis visant à nous envahir. Il va toujours plus loin. Il justifie ce qu'il fait, mais il est aussi sûr de lui, Vincent Crouzet. Oui, sur les mouvements imprudents, il y a aussi peut-être l'arrivée de deux sous-marins d'attaque américains sur la base aéronavale, sur la base navale de Busan en Corée du Sud au cours du mois de décembre, dont un il y a quelques jours seulement, l'USS Missouri. Donc ça n'est pas passé inaperçu chez les Nord-Coréens. Il y a un autre facteur intéressant qui a été soulevé en interne au sein des services de renseignement sud-coréens, la National Intelligence Service. C'est une synergie peut-être aussi stratégique entre la Russie et la Corée du Nord, entre Poutine et Kim, dans la mesure où en fait cette situation d'instabilité participe un petit peu à la notion d'une globalisation du conflit qui pourrait effrayer les opinions internationales notamment et en fait arranger le narratif de Poutine. Attention, nous sommes capables d'embraser la planète. Et ça c'est assez intéressant parce que on s'aperçoit que ces gesticulations dont parlait François, qui sont assez habituelles, trouvent une résonance beaucoup plus importante aujourd'hui chez nous. On va justement écouter John Kirby, parce que vous parliez de Vladimir Poutine et de cette relation qu'a la Russie, qu'entretient en tout cas la Russie avec la Corée du Nord. Dans les problématiques qui ressortent aussi, c'est l'utilisation des missiles qu'aurait utilisé la Russie sur l'Ukraine. Mais là où ça pêche un petit peu, c'est que ce seraient des missiles nord-coréens. On écoute John Kirby et on en parle juste après, parce que vous faisiez le parallèle avec la Russie et qu'il est capital aujourd'hui. Écoutons-le. Les États-Unis ont une nouvelle information au sujet du soutien qu'a reçu la Russie de la part d'un pays tiers. Grâce en partie à nos sanctions et nos contrôles des exports, la Russie est devenue de plus en plus isolée à l'échelle mondiale et ils ont été forcés de s'adresser à des pays similaires aux leurs pour l'équipement militaire. Comme nous l'avions averti publiquement, un de ces pays est la Corée du Nord. Notre information indique que la Corée a récemment fourni à la Russie des lanceurs de missiles balistiques, ainsi que différents missiles balistiques. Le 30 décembre dernier, les forces russes ont largué au moins un de ces missiles nord-coréens sur l'Ukraine. Ce missile semble avoir été tiré depuis la région de Zaporijjia. Le 2 janvier, la Russie a tiré plusieurs missiles balistiques nord-coréens en Ukraine, y compris dans ses attaques aériennes nocturnes. Nous évaluons encore l'impact de ces missiles supplémentaires. Cette intensification du soutien de la Corée du Nord envers la Russie est importante et inquiétante. Nous supposons qu'en échange de son soutien, la Corée du Nord cherche un soutien militaire de la Russie. Général Chauvency, très intéressant ce que dit John Kirby ici. Il y a plusieurs problématiques. D'ailleurs, la première problématique, c'est est-ce qu'il fallait prendre Kim Jong-un au sérieux? Vraisemblablement oui. Une chose, avant que je vous pose l'autre problématique, mais une chose, je m'explique. Lorsqu'ici, il est dit ce sont probablement des missiles nord-coréens, on a les preuves qui ont été utilisés par les Russes sur l'Ukraine. Quel message est-ce que ça envoie de la part des Russes et des Nord-Coréens, malgré les sanctions, malgré tout? On fait ce qu'on veut. Oui, tout à fait. C'est l'affichage, selon les Américains, qui a ce lien, mais qui est avéré par différentes sources, de toute façon. Maintenant, la quantité, je dirais, ou du moins ce qui est vraiment livré, pose quand même question. Quand Kirby parle d'un missile tiré le 30, c'est quand même sur 100
missiles qui ont été tirés par les Russes. Donc déjà, ça relativise complètement cet apport. Voilà. Ensuite, même les Ukrainiens ne reconnaissent pas officiellement, quand on relit leur presse, ne reconnaissent pas officiellement que oui, non, on n'est pas sûr que ce soit vraiment des missiles du Coréen du Nord. Donc on est plutôt dans un message politique des États-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord, en dénonçant ces liens finalement d'accointance qu'on connaît, d'abord par les munitions qui ont été transportées notamment par voie ferrée, ne l'oublions pas, parce qu'il y a une voie ferrée qui existe, qui est directe, évidemment sans contrôle possible. Et puis ce que vous avez dit très justement aussi, c'est que les sanctions, pas vraiment. Ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème. Je dirais peut-être qu'on paye aujourd'hui une grande mondialisation, y compris dans le domaine de l'armement, où on a permis finalement l'exportation de beaucoup de choses qui permettent à des États autoritaires de se constituer des équipements militaires d'autre qualité. Une petite minute, parce que malheureusement nous devons avancer aussi. Mais lorsque la Corée donne des missiles à la Russie, qu'est-ce qu'elle obtient en échange? Il y a un échange, rien n'est gratuit. La Corée du Nord, c'est pas l'abbé Pierre, on est d'accord? Ah non. Donc, c'est exactement, c'est des Kirby en fait. Finalement, il y aura une contrepartie militaire. Revenons au satellite militaire qui a été le premier qui a été envoyé par la Corée du Nord il y a quelques semaines dans l'espace, qui est un satellite de renseignement. Et il semblerait bien qu'il puisse y avoir une collaboration justement dans la conquête de l'espace militaire, je dirais. Donc c'est une possibilité. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir autre chose, un transfert de technologie? Parce que quand on regarde l'armée coréenne, malgré les beaux défilés, c'est pas du matériel de haut de gamme. Donc effectivement, même la Russie peut leur apporter beaucoup. Donc vous me donnez du matériel, je vous donne des savoir-faire, et puis peut-être même des travailleurs de l'autre côté. On en a parlé à une époque, des Coréens qui viendraient en Russie pour participer à l'effort de guerre, dont on ne parle plus aujourd'hui. C'est plein de questions qu'on peut évoquer, mais effectivement, il y a une collusion entre les deux États.